Bonsoir à tous, bonsoir YouTube et bienvenue. Nous sommes arrivés à une nouvelle dizaine. Nous sommes à la 20e émission de la V2Tech et donc d'ici peu de l'AfterTech bien également. Mais d'abord la V2Tech, nombre rond, je me suis fait plaisir. Pour le coup c'est un manga récent qu'on va avoir sous le nez et on va avoir du coup vraiment une nouveauté. C'est pas genre je vous dis un nouveau truc, genre waouh, nouveau manga aujourd'hui, il date de 2014. Non, ça se passe pas comme ça, pas ce soir, on est à la 20e, on se fait plaisir. Donc j'ai lu une petite nouveauté, bien comme il faut, pour nous mettre en jambes. Ça lâche déjà des ordres dans le chat, faites attention à vous. En tout cas, bienvenue dans cette 20e V2Tech. Si vous êtes nouveau et que vous ignorez ce qu'est la V2Tech, vous êtes ici dans une introduction qui va durer généralement 4 minutes. Voilà, comme ça vous êtes avertis. Elle est composée de deux parties, cette intro. Elle est composée de V2, c'est-à-dire moi-même, et de la partie tech, la partie qu'on va étudier un peu après, c'est-à-dire bibliothèque, vidéothèque, aussi bien sur les séries que sur les films, mais le tout du moment que c'est orienté sur des productions asiatiques ou qui reprennent ces codes. Parce qu'on a déjà vu des mangas français ici et ils en valent la peine. Je n'ai pas une connaissance exhaustive dans le monde du manga. Je suis pas là pour dire que un tel est mieux qu'un tel. Je suis pas là pour vous présenter un manga qui fait déjà 10 millions de ventes dans l'année. Ça ne m'intéresse pas parce que pour ça, vous avez déjà normalement l'intégralité de YouTube qui l'a fait. Donc nous, on s'occupe plutôt de moyennes, petites séries, ce qui enlève déjà une partie de ma bibliothèque à vous présenter. Et parce que j'ai eu la chance de bosser dans une librairie spécialisée dans le manga, et donc de découvrir plein de petits trucs qu'on découvre moins facilement en temps normal, et donc des animés également que j'ai découvert de mon côté, de manière des fois plus obscure, parce que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, mais ça se passe bien de temps en temps. Et donc voilà, juste une passion que j'ai envie de vous partager, de vous, de moi à vous, de vous à moi. Vous avez le droit d'échanger dans le chat et dans les commentaires, bien évidemment. Sachez en tout cas que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube, que vous avez l'intégralité de toutes les V2Tech et de toutes les AfterTech qui sont disponibles en replay. Quand cette vidéo sortira, YouTube sera à jour. On n'est pas arrivé depuis plus de un mois. Je crois que la dernière fois qu'on était à jour, ça devait être mi-mai, une connerie comme ça. Donc là, on va arriver en juillet et ça sera à jour. Tout sera dessus. Vous avez toujours normalement des belles miniatures. Donc de quoi se faire turbo plaise, bien évidemment. Donc il y a une playlist V2Tech, une playlist AfterTech. Vous pouvez encore pour l'instant voir à quel moment j'ai décidé de me bouger le cul pour les miniatures. Et bien évidemment, vous pouvez en profiter. Donc tout est disponible en replay. Et si jamais vous êtes sur Twitch et que vous êtes intéressé, point d'exclamation, YouTube. En tout cas, merci pour cette introduction qui aura duré presque 4 minutes parce qu'on est à 3 minutes 30. Et nous allons laisser place à notre sujet du jour. Un manga, comme je vous l'ai annoncé, plutôt récent. Je vous présente L'homme qui tua Nobunaga. Alors là, on va taper dans un manga de niche. Déjà, le titre complet en français, on va faire le titre complet en français, c'est L'homme qui tua Nobunaga, l'histoire de Yasuke, le samouraï noir. Pour les plus avertis, il y a également un animé qui est sorti sur Netflix de 6 épisodes d'une demi-heure qui s'appelle Yasuke, qui retrace aussi la même période, donc sur ce samouraï noir, tourné d'une manière plus fictive bien évidemment, mais ici si on se penche sur le titre original de la série, donc le titre donné en Japon et traduit, c'est L'homme qui tua Nobunaga, la vérité de l'incident Onuji prouvé après 431 ans. Donc on est sur un manga dans une position historique qui retrace une grande période du Japon et qui retrace la période de Oda Nobunaga, l'homme qui a été le plus grand réunificateur
de toutes les contrées du Japon et à qui on doit une grande partie, en tout cas la partie géographique politique, on va dire, de notre Japon moderne, celui-là qu'on côtoie encore de nos jours. Parce qu'à l'époque, c'était plein de petits territoires avec différents shoguns, etc. Et donc, c'est lui qui a opéré la plus grande réunification du Japon à son histoire. Donc, vu que c'est 431 ans après notre période, avant notre période, pardon, vous pouvez situer que c'est dans les années fin 1500, début 1600 que tout ceci va se passer. Et Nobunaga est une personne emplie de mystères parce que les vraies causes de sa mort aujourd'hui ne sont pas connues. Il y a des versions officielles, mais comme vous l'apprendrez dans le manga, on dit que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc on suppute très fortement que les versions d'aujourd'hui historiques sont des versions falsifiées, enjolivées de la part du camp vainqueur, et que du coup il y a des parts d'ombre, des choses qu'on ne peut toujours pas expliquer, etc. Et donc ce manga en fait reprend juste une nouvelle théorie croisée avec des documents qu'on trouve, etc. Et donc quelque chose de plus plausible et qui ne se laisse pas enjoliver par la version des vainqueurs, mais qui va ne reprendre que des documents historiques afin de recroiser cette image. On n'en a pas encore parlé, c'est un manga qui a débuté en 2016 au Japon. C'est un manga plutôt sans précédent, parce que déjà c'est le premier de la part de son auteur, et c'est le second de la part du dessinateur. Et il est rédigé de deux manières. Vous avez une partie en fait où vous avez un peu ce présent où il y a une réunion. Coup théorie, merci d'avoir versé des points pour le live qui fait peur. Vous avez cette version où vous avez ces personnes, ces historiens autour d'une table qui vont, qui vont être au même endroit en train d'échanger sur ce qui est selon eux la version officielle de l'histoire de Nobunaga. Donc on va pas parler que de sa mort, on va parler de plein de passages de sa vie grâce aux documents croisés. Donc on va toujours être dans des flashbacks, mais du coup narré à la première personne de la part des personnages et avec une voix off, entre guillemets. Je me comprends, c'est les cases carrées, rectangulaires qui servent à la narration, qui sera où on comprend bien que les narrateurs sont nos historiens d'aujourd'hui en train d'échanger à propos de ce sujet. Ce manga est arrivé très fraîchement chez nous. Il est arrivé en 2020. Il s'est pointé fin d'année. Et ouais, je vais pas dire de bêtises. Il s'est pointé fin d'année. Laissez-moi trouver la date exacte. Pas du tout. Il s'est pointé... Non, c'est encore pire que ça, ils datent tous de cette année. Ils sont tous parus en février. Le tome 1 et 2 est paru en février de cette année. Et le tome 3 est paru il n'y a pas si longtemps, il est paru en mai. Donc normalement, si vous revisionnez ceci, on va être à bientôt 2 mois d'écart, parce que c'était début mai. Et le prochain tome sortira, donc le 4e, sortira à la reprise, entre guillemets, de la saison le 18 août. Comme ça, la date est déjà donnée. C'est une série finie en 8 tomes, donc pas un très long engagement financier à ce niveau, qui est plutôt sympathique. Cible seinen, bien évidemment, mais comme c'est un manga historique, c'est très large. C'est qu'au début, on l'a mis pour des jeunes hommes. Donc jeunes hommes, c'est déjà après l'adolescence, bien évidemment. Mais bien évidemment, c'est pour tout lecteur. Si vous êtes soit fan un peu de l'histoire du Japon et ça peut être un très bon moment à passer, soit vous avez juste envie de découvrir une nouvelle histoire, et dans tous les cas c'est encore une très bonne histoire à passer, et vous allez donc découvrir au cours de cet tome la personne originale qui était Oda Nobunaga, et donc un peu l'histoire de ce samouraï noir. Ce samouraï noir également qui est entouré de plein de mystères encore aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on estime, il y a des versions dans lesquelles le samouraï noir du coup ne serait pas un samouraï de couleur de peau noire,
Mais dans notre manga, c'en est bien un. Et Oda Nobunaga, on a fait de lui le seul et unique samouraï d'origine non japonaise. Et qui plus est, le monsieur était d'origine africaine et donc à la peau noire. Donc, vous savez déjà que dans un Japon très féodal, très protecteur, vous doutez bien que ça a dû faire sujet à beaucoup de controverses. Et Oda Nobunaga est une personne à beaucoup de controverses. Il avait un caractère très dur à cerner. Et donc on va le retrouver dans son passé avec la plupart de ses généraux dont il était très proche. On retrouve... Alors, c'est très dur de retenir parce que c'est des faits historiques, donc c'est des noms japonais originaux. Hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec Luffy au chapeau de paille et Roronoa à Zoro. On va plutôt avoir... on va voir Yasuke, qui est le nom de notre samouraï noir. Et j'ai aucun nom à la fin. Super. Alors on va ouvrir les pages. Nickel. On va avoir par exemple Akeshi Mitsuhide, qui est un des généraux qui le suit depuis très longtemps. Et il y en a un autre très important qu'on retrouve dans les tomes, que je vais très vite... Alors pas que. On a Ashiba Hideyoshi. Donc là vraiment, hein, il faut... c'est une lecture qui prête à concentration parce que justement c'est beaucoup de personnages historiques, donc des vrais noms. Et si vous n'êtes pas attentif, vous allez très vite vous mettre soit à confondre les personnages, soit à ne juste plus vous rappeler qui ils sont. Et je vous promets que ça peut très vite devenir hardcore. J'ai lu les 3 tomes jusqu'à présent et ils ne sont pas d'une si grosse épaisseur que ça. Hein. Ça a l'air, en fait, à première vue, ils ont l'air très honnêtes par rapport à d'autres mangas. Et pourtant, ils font partie de ceux qui me prennent le plus de temps à lire. Je les lis même très souvent en 2 fois. 2 bonnes sessions d'1 heure. Parce qu'ils sont extrêmement denses. Vous allez retrouver vraiment beaucoup de décors, beaucoup de détails. Vous avez des reproductions. Vous avez des reproductions de châteaux entiers. C'est-à-dire que c'est pas juste vous le voyez en fond et on a gribouillé. C'est vraiment, vous avez des reproductions des châteaux tels qu'ils ont existé, en tout cas des images, soit qu'on en a conservé, soit de ce qui ont été rapportés. Et vous avez des personnes qui ont été très attentionnées dans la création de ce manga. C'est-à-dire que le dessinateur s'est rendu compte qu'il avait une lacune dans le fait que on croise plus de samouraïs de nos jours et c'est pas facile de dessiner des armures de samouraïs authentiques, fidèles, pas du folklorisé, pas du vulgarisé. Et donc du coup le dessinateur qui s'appelle Todo Yutaka a fait un très grand travail et donc a cherché à avoir en vrai des armures de samouraïs conservées. Et donc il est tombé sur une association au Japon qui existe et qui est conservatrice de versions originales d'armures qui appartenaient à des grands samouraïs. Et donc il est allé là-bas, il a regardé ces armures, il les a travaillées, il en a appris les détails. Et je vous promets que ça donne lieu à des plans incroyables. Là par exemple, on n'a pas une armure de samouraï, mais vous avez un plan. Voilà, là c'est à peu près la meilleure image, avec la luminosité bien évidemment. Là vous avez un plan du shogun, donc là vous ne le voyez pas parce qu'il est un peu loin, mais toute sa tenue est très détaillée, que ce soit dans les motifs, que ce soit dans les couches, l'épaisseur. C'est toujours extrêmement travaillé et vous prenez des claques dans tous les sens, que ce soit d'un point de vue personnage ou que ce soit du côté des décors. Là par exemple on va essayer de vous le montrer. Vous avez Oda Nobunaga lui-même en personne dans une armure sur son cheval, sur sa monture, qui porte elle-même bien évidemment une tenue parce qu'on parle d'Oda Nobunaga bien évidemment. Et donc vraiment vous prenez une claque à chaque page que vous tournez. Là j'ai que le tome 1 sous la main, les 2 autres sont derrière. Mais dans le tome 2 ou le tome 3, vous avez vraiment des pages entières où vous avez genre vraiment Oda Nobunaga avec une prestance incroyable alors qu'on parle d'un manga. Hein.
c'est imagé, mais je vous promets que vous regardez ces images, elles dégagent une prestance. Le mec a une aura, même 400 ans après, dessinée dans un manga. Elles sont ultra imposantes. Il forge vraiment le respect. Les couvertures en sont d'ailleurs très très belles et sont plutôt colorées étrangement. Vous allez vous dire ah bon, et moi je vais vous dire oui. Je vais vous montrer par exemple, tac, venons ici. Vous voyez par exemple, vous avez la couverture du premier tome qui est déjà avec des traits de visage très travaillés qu'on apprécie beaucoup. Là par exemple, vous avez Oda Nobunaga et vous voyez qu'il a un regard extrêmement puissant. Il est dans une de ses armures ici par exemple, mais les jeux de couleurs sont fabuleux. Je sais pas si ça se verra pas sur cet écran, mais vous voyez qu'il y a des reliefs. Vous voyez, c'est pas une simple couverture. C'est pas une simple couverture, la couverture est très travaillée et à la même manière, alors là elle va être très dure à vous montrer. Ah, on la voit un peu. Ici, il y a une fleur cachée qui est en fait un blason, qui est le blason d'une des familles d'un des généraux de Oda Nobunaga, donc un des personnages qu'on suit essentiellement dans l'aventure aussi. Et vraiment, c'est très beau. Je vais vous montrer le tome 3. Vous voyez, le tome 3, c'est c'est le troisième personnage principal. Vous avez les 3 personnages qu'on suit le plus. Lui, c'était Hideyoshi, c'est le félon. Voilà, les personnages sont extrêmement travaillés et c'est très rarement qu'on va se retrouver avec ce côté un petit peu plus caricatural, parce que du coup, les personnes avaient avec des exploits de guerre ou ce genre de choses, on se voit souvent attribuer des surnoms. Par exemple, le surnom de Oda Nobunaga, c'est le Kirin. Le Kirin, c'est un dragon qui n'apparaît que en période de paix. Et donc, c'était souvent un nom qui lui était attribué en plus du fait de potentiellement être un démon, parce qu'il est prêt à tout pour ses objectifs. C'est quelque chose que vous allez découvrir. Et donc, très rarement, les personnages, pour accompagner leur aura naturelle, vont être entourés de leur réputation, de leur surnom. Vous allez également retrouver beaucoup de batailles historiques, dont même moi, je ne connaissais pas tout. Mais Oda Nobunaga est connu pour avoir eu beaucoup de victoires qualifiées de miracles ou d'interventions divines. Et que le manga va démystifier d'une certaine manière en mettant ça d'un point de vue logique, stratégique, et en mettant en avant finalement le fait que Nobunaga était quelqu'un de très intelligent, très puissant et de stratégiquement au point, et qui n'était pas tout le temps accompagné d'une intervention divine, mais ça faisait partie de ce qui forgeait son image. Et je vous promets que c'est ultra impressionnant. C'est vraiment des claques qu'on se prend tout le temps et on vous balade dans tout le Japon. Et si vous êtes très curieux, dès qu'on vous présente un château, dès qu'on vous présente un château, dès qu'on vous présente une région, vous avez toujours la juxtaposition par rapport au Japon d'aujourd'hui. Est-ce que le château existe encore? Comment il s'appelle aujourd'hui? Dans quelle région c'est? Tout est juxtaposé par exemple à la préfecture d'aujourd'hui. Est-ce que le château existe toujours? Donc vous allez très vite vous rendre compte que beaucoup de châteaux ont été détruits, parce qu'à l'époque, on l'avait vu dans l'épisode de l'Aftertech, dans l'architecture traditionnelle, beaucoup étaient en bois. Donc ils étaient très vite pris aux flammes et donc pas mal ont été détruits. Mais vous allez en découvrir d'autres qui existent encore ou qui ont été remplacés par d'autres châteaux aujourd'hui parce qu'ils ont été reconstruits. Et si vous êtes vraiment très curieux, vous avez la possibilité bien évidemment vous les googler en fait après, vous les checker, ils sont extrêmement beaux. Comme dit, c'est une œuvre sans précédent parce que c'est la première et sûrement la seule de l'auteur, vu qu'on se positionne sur un fait historique, le fait de populariser une nouvelle version de l'histoire. Et alors moi, naïf, on va dire, moi, naïf consommateur standard, je prends ces faits historiques au mot. Peut-être que d'un point de vue
professionnel, on va dire, au Japon, le manga n'a peut-être pas eu le même accueil, mais je vous promets qu'en tout cas, juste par curiosité, voir un pan de l'histoire crucial du Japon. Oda Nobunaga, c'est sûrement un des personnages qui doit être le plus représenté dans les jeux au Japon. Par son histoire, c'est très très intéressant. C'est très très intéressant. Et puis c'est vrai qu'ils amènent des faits comme quoi l'histoire est écrite par les vainqueurs. Comme quoi l'histoire est écrite par les vainqueurs et qu'il y a forcément des choses qu'on nous cache ou qui ont été modifiées ou que du coup le vainqueur ne sait pas vu qu'il a tué l'autre et vu qu'il a tué son second parti. Voilà, en tout cas je vois que le manga nous prépare des couvertures à venir extrêmement belles. Ça, ce sera le tome qui va sortir en août. Vous voyez que déjà ici, on a un jeu de couleurs. Et le jeu de couleurs, hein, il se voit peut-être moins, mais dans la bibliothèque, sur la tranche, il est excellent. Enfin, il a également ces petites reliures, ces petits reflets dorés comme ça que vous pouvez avoir avec la lumière. C'est très 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 beau. Attendez, on va voir la couverture japonaise. La couverture japonaise est très très belle aussi. Hein. Un peu moins centrée que les nôtres, mais très très belle. Voilà. Donc, un manga que je vous invite à lire, bien évidemment. Sinon, il ne serait pas dans cette védothèque. De sa récence, il ne dispose pas de produits dérivés. Est-ce qu'il en aura? Pas sûr. On parle comme de quelque chose de très historique. Bien que la qualité visuelle du manga mérite une adaptation animée, film, personnellement, je trouve ça que c'est extrêmement beau. Et c'est de la guerre. C'est de la guerre, il y a de la violence, vous allez avoir des choses très, très crues. Genre, vraiment. Parce qu'on est dans des périodes de guerre, on est sur des Japons où vous savez qu'on n'hésite pas à se faire seppuku. On avait vu que les Yakuza, par exemple, n'hésitaient pas à se couper des membres pour se faire pardonner de leurs erreurs ou ce genre de choses, ou prouver leur loyauté. Sachez que ce code des Yakuza, visiblement, ne vient pas de nulle part. Vu qu'il est un peu récupéré du code des samouraïs. Donc vous allez voir à travers Nobunaga tout ce pan de l'histoire qui est très puissant au Japon et qui est encore plutôt plébiscité aujourd'hui parce que c'est un homme dont on ne sait pas grand chose. On sait que ça a été le plus grand réunificateur du Japon, mais il a beaucoup de mystères 400 ans plus tard autour de sa vie. Et ça en fait une personne, en plus de ses exploits à l'époque, d'autant plus intéressante. Voilà. En tout cas, c'était tout pour cette présentation. Vous avez vu, on est retourné un peu aux images. Des fois, on a des trucs à montrer. C'était tout pour cette présentation. Vous avez 3 tomes pour l'instant, 4 si vous arrivez à la période d'août, et voire plus hein, si vous êtes dans un futur très lointain. Mais alors, si vous êtes là, bienvenue. N'hésitez pas à laisser un commentaire, genre salut, je suis en 2023. En tout cas, merci à tous, petit comité fidèle que nous sommes, d'avoir suivi ce live. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir suivi cette 20e de la védothèque. Je me suis pris un plaisir immense avec une claque démentielle à lire les 3 tomes de Nobunaga que je voulais vraiment vous présenter un moment. Et la 20e tombait bien. On a fait une belle première émission, on a fait une belle 10e, on fait une belle 20e. Voilà, on se fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre un peu partout. Sachez, si vous êtes sur YouTube, que c'est fini les lives tous les jours, etc. Parce que retour dans la vie active. Nous avons toujours un lundi soir sur 2 notre belle Védothèque After Tech. Nos vendredis, nous avons des rendez-vous de la culture, parce qu'on aime ça. Et puis les autres soirs, ça dépend. Les autres soirs, ça dépend, mais c'est au moins nos 2 rendez-vous fixes. On va essayer de se donner des rendez-vous Mario Kart et des intéressés. Parce que c'est sympa, même si on a rage qui tire. Ça, on n'en parlera pas. Mais voilà. En tout cas, un plaisir de vous avoir présenté ce nouveau tome. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous êtes sur YouTube, on se retrouve dans quelques jours pour l'AfterTech. Et si vous êtes sur Twitch, bien évidemment, ne bougez pas. C'est tout de suite. Et si vous êtes sur YouTube et que vous avez envie de nous voir en direct, vous avez la possibilité. Il y a le lien dans la description
vous mettez un petit follow sur la chaîne, vous rejoignez le Discord comme vous voulez et vous avez toutes les infos. Toutes, sans exception. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir.